Avant, je traversais les ponts sans y penser. Arches de pierre, travées de fer, passerelles en bois. Ils étaient là, fonctionnels, faisant partie du paysage. Transport, infrastructure, rien de plus. Tout a basculé le jour où je me suis tenu sur le pont du Gard, dans le sud de la France, et où une question m'a obsédé. Pourquoi est-ce tellement supérieur à ce qui a suivi? Cet ouvrage, vieux de près de 2000 ans, se compose de 3 niveaux d'arches en calcaire empilées sur 50 mètres de hauteur qui enjambent la vallée du Gard avec une précision mathématique qui mettrait à l'épreuve les ingénieurs modernes. Chaque pierre a été taillée sur mesure, sans mortier, sans ciment, sans la technologie que l'on nous dit indispensable pour un tel travail. Et voici ce qui me taraudait. Les Romains auraient soi-disant construit cet ouvrage avec des outils en cuivre, des échafaudages en bois et des cordes. Pourtant, lorsque je regardais les ponts du XIXe siècle, ces structures construites en acier, à la vapeur et grâce à des machines industrielles, ils me paraissaient plus rudimentaires, plus lourds, moins élégants, et pas seulement moins élégants, mais aussi moins performants. C'est alors que j'ai commencé à considérer les ponts différemment, non plus comme de simples passages, mais comme des monuments à un passé oublié, ou à un passé qu'on nous a incités à oublier. Permettez-moi de vous décrire ce que j'ai découvert à Prague. Le pont Charles, dont la construction aurait débuté en 1357, présente environ 8 à 10 mètres de sa structure inférieure enfouie sous le niveau actuel de la rue. Si vous vous tenez aujourd'hui sur les berges du Tage, vous apercevrez ce qui semble être la partie centrale du pont et non sa base. Le niveau des fondations originelles, le point de contact réel avec le substrat rocheux, se situe bien en dessous de la ville moderne. L'explication officielle, l'accumulation progressive de sédiments au fil des siècles, inondations, processus naturels, ne tient pas la route. 10 mètres d'accumulation de terre en environ 650 ans correspondent à environ 1,5 cm de sédiments par an, chaque année sans interruption depuis 6 siècles et demi. Il ne s'agit pas d'une accumulation progressive ni de crue naturelle, mais d'un événement catastrophique, voire de plusieurs événements qui ensevelissent ces infrastructures à une vitesse impossible en temps normal. Et c'est là que cela devient plus étrange. On observe le même phénomène à travers l'Europe. Le pont de la Trinité à Saint-Pétersbourg, avec ses arches enfouies, le pont Neuf à Paris, dont les parties inférieures sont ensevelies, le pont des Chênes à Budapest, ses fondations bien enfouies sous le niveau de la rue. Des climats différents, des fleuves différents, des conditions géologiques différentes, et pourtant, même profondeur d'enfouissement, même accumulation de sédiments, mêmes éléments architecturaux disparaissant sous les villes. Demandez-vous, quel processus graduel peut produire des résultats identiques sur des milliers de kilomètres? Des ponts qui ne mènent nulle part. Il y a ensuite ces ponts qui ne devraient pas exister. J'ai commencé à recenser les anomalies, et la liste est devenue inquiétante. En Asie centrale, des ponts de pierre enjambent des lits de rivières asséchés, non pas récemment, mais depuis des temps immémoriaux. D'immenses structures à arches multiples enjambent des vallées arides sans route d'accès et leur utilité reste inexpliquée. Les documents officiels les qualifient d'anciennes routes commerciales, mais cela soulève plus de questions que de réponses. Pourquoi construire un pont là où il n'y a pas d'eau à traverser? Pourquoi ériger d'énormes arches de pierre au-dessus de terres facilement accessibles à pied? Et surtout, qui construit des infrastructures pour des routes commerciales aujourd'hui disparues? J'ai trouvé des exemples similaires en Amérique du Sud. Près de Lima, des ponts de pierre enjambent des vallées qui ne présentent aucune trace d'écoulement d'eau historique. Les études géologiques le confirment, ces vallées sont asséchées depuis des siècles, voire des millénaires. Pourtant, quelqu'un a construit des ponts de pierre complexes, d'une ingénierie précise, avec de multiples arches, des calculs de résistance à la charge, une sophistication architecturale digne des constructions médiévales européennes. Le schéma se répète avec une précision troublante. En Russie, près de Vladivostok, j'ai découvert des photographies de ponts construits au-dessus de ce que les locaux appellent la vieille route, sauf qu'il n'y a pas de route, seulement la forêt, une forêt dense et ancienne, qui semble avoir plusieurs siècles, au milieu de laquelle le pont se dresse comme un squelette. Des arbres poussent à travers les arches, la végétation envahit la pierre, et aucun document n'explique quand il a été construit, qui l'a commandé, ni ce qu'il était censé relier.
Le silence était assourdissant. Mais ce n'était pas seulement les emplacements qui m'inquiétaient, c'était aussi les dimensions. Les ponts modernes sont conçus pour une capacité de trafic spécifique. On calcule la largeur des véhicules, on ajoute le gabarit, on multiplie par le nombre de voies, et on obtient la largeur du pont. Une conception simple, dictée par des impératifs pratiques. Alors pourquoi tant de ponts construits avant 1900 sont-ils bien plus larges que nécessaire? Le pont Charles à Prague, par exemple, mesure près de 10 mètres de large. Pour la circulation des charrettes au Moyen-Âge, c'est absurde. Une seule charrette a besoin d'environ 2 mètres de dégagement. Même en tenant compte de la circulation dans les deux sens, 10 mètres représente un gaspillage considérable. Le pont Neuf à Paris mesure 20 mètres de large. Le pont Vecchio à Florence, 32 mètres de large à son point le plus large. Ce ne sont pas des ponts conçus pour les piétons et les charrettes, mais des structures bâties pour autre chose. J'ai commencé à comparer ces largeurs à celles des infrastructures modernes à la recherche de tendances, et j'ai découvert quelque chose d'inquiétant. Nombre de ces ponts correspondent presque exactement aux spécifications de largeur utilisées pour le transport ferroviaire et non pour la circulation des charrettes ou les passages piétonniers. Or, ces ponts auraient été construits des siècles avant l'existence du chemin de fer. L'explication officielle est qu'ils étaient conçus comme des espaces de marché, des lieux où les marchands pouvaient installer leurs étals. Et oui, certains ponts ont fini par remplir cette fonction, mais cela décrit leur usage, pas leur fonction initiale. Ce sont des questions fondamentalement différentes. Quand on examine la structure porteuse, la profondeur des fondations, l'épaisseur des piliers de soutien, les tolérances d'ingénierie intégrées à la pierre, on constate que ces édifices ont été conçus pour supporter un poids considérable, soutenu et répété, pas le passage occasionnel d'une charrette ou de piéton, mais quelque chose de lourd et de constant. C'est alors que j'ai découvert les alignements. Je ne les cherchais pas. Je cartographiais l'emplacement des ponts à travers l'Europe, essayant de déceler les tendances dans les dates de construction, les styles architecturaux, tout ce qui pouvait expliquer les anomalies. Et j'ai remarqué quelque chose d'impossible. Des ponts alignés sur des repères astronomiques. Le pont des Chênes à Budapest, par exemple, est aligné à 2 degrés près avec le lever du soleil au solstice d'hiver. Le pont Charles à Prague est aligné sur le lever du soleil à l'équinoxe. Le vieux pont de Londres, avant sa démolition en 1832, était presque parfaitement aligné sur le solstice d'été. Cela soulève une question simple, mais essentielle. Pourquoi? Pourquoi les ingénieurs des ponts du Moyen-Âge se seraient-ils souciés des alignements célestes? Ce ne sont pas des temples, ce ne sont pas des monuments, ce sont des structures censées être utilitaires, construites pour transporter des chariots et des personnes au-dessus de l'eau. Le discours officiel les présente comme de simples infrastructures fonctionnelles. Or, elles témoignent de la même précision astronomique que l'on retrouve sur les anciens sites mégalithiques. Et c'est là que le problème de coordination devient impossible à ignorer. Ces ponts n'ont pas été construits par une seule culture ou civilisation. Ils s'étendent sur des siècles de construction, supposément réalisés par différents royaumes, différents architectes, différentes traditions d'ingénierie, et pourtant, ils partagent les mêmes alignements astronomiques, les mêmes proportions, les mêmes spécifications de résistance, comme s'ils avaient suivi des instructions qu'ils ne comprenaient pas pleinement, comme s'ils avaient copié un modèle hérité d'ailleurs. J'ai commencé à superposer l'emplacement des ponts sur des cartes à la recherche de schémas, et j'en ai trouvé. Des réseaux de ponts, espacés à intervalles remarquablement réguliers le long des rivières, forment des motifs géométriques vus du ciel. Dans certains cas, l'espacement correspond presque exactement à 60, 90 ou 120 km. Il ne s'agit pas d'un développement aléatoire, organique ou planifié. Qui conçoit des réseaux de ponts de cette envergure? Et surtout, qui possède les capacités organisationnelles nécessaires pour les mettre en œuvre à travers plusieurs royaumes, plusieurs siècles et plusieurs cultures? Mais l'anomalie la plus troublante est aussi la plus simple. Nombre de ces ponts n'ont aucune fondation visible. Je ne veux pas dire que les fondations sont enterrées, même si elles le sont. Je veux dire que lorsque l'on examine les dossiers de construction, lorsqu'on étudie la documentation technique existante, on ne trouve aucune explication sur la manière dont les fondations ont été construites, aucune description des bâtards d'eau, aucun compte-rendu de la dérivation de l'eau, aucune documentation sur l'excavation du substrat rocheux. Les ponts apparaissent comme par magie. Une année, ils n'existent pas, l'année suivante, ils sont là. Prenons l'exemple du pont
Charles. La construction aurait supposément débuté en 1357. À cet endroit, la profondeur de la rivière est d'environ 4 à 6 mètres, et les sédiments meubles du lit s'étendent sur 10 à 15 mètres supplémentaires avant d'atteindre le substrat rocheux. Pour bâtir des fondations stables, les ingénieurs médiévaux devaient creuser à travers l'eau et les sédiments jusqu'au substrat rocheux, puis construire en hauteur. Cela exige des batards d'eau, des pompes à eau et un travail soutenu pendant des mois, voire des années. Où est la documentation? Où sont les témoignages d'ouvriers qui se sont noyés? Où sont les comptes rendus des dépassements de coûts liés à la profondeur inattendue du substrat rocheux? Où sont les débats techniques sur la question des flux d'eau pendant la construction? Ils n'existent pas. Les ponts apparaissent dans les archives comme s'ils étaient déjà construits, comme si la partie la plus difficile, celle qui aurait dû nécessiter des années de travail dangereux et coûteux, était suffisamment insignifiante pour ne pas être mentionnée. J'ai constaté le même phénomène dans toute l'Europe. Les ponts enjambant les grands fleuves et nécessitant des fondations profondes apparaissent dans les archives sans détail de construction. Pas systématiquement. Certains ponts sont abondamment documentés, mais suffisamment d'autres ne le sont pas pour que cela devienne une habitude de silence autour de l'aspect le plus complexe, techniquement, de la construction de ponts. Une fois qu'on l'a constaté, on ne peut plus l'ignorer. Voilà ce qui me préoccupe le plus. La construction moderne de ponts exige un équipement topographique de précision, des essais de matériaux de pointe, des machines hydrauliques et des équipes d'ingénieurs spécialisés. On peut à peine construire une passerelle piétonne sans étude d'impact environnemental, modélisation informatique et des mois de préparation. Pourtant, on nous explique que des ingénieurs du Moyen-Âge, armés d'outils en bois, de chariots tirés par des chevaux et des cordes, ont bâti des édifices aux proportions de cathédrales avec une telle précision qu'ils ont résisté à 700 ans d'inondations, de tremblements de terre et de guerre. On nous dit qu'ils calculaient les tolérances de charge sans mathématiques, creusaient des lits de rivière sans machine, déplaçaient des blocs de pierre de plusieurs tonnes sans grue et alignaient les structures sur les astres sans instruments de topographie. Et nous sommes censés accepter cette explication sans la remettre en question, mais les preuves matérielles suggèrent autre chose. Ces ponts présentent des tolérances d'ingénierie qui seraient impossibles avec la technologie médiévale. La taille de la pierre est d'une précision excessive. Les alignements sont d'une précision excessive. Les calculs de charge sont d'une sophistication excessive. Et plus accablant encore, leur cohérence sur de vastes distances géographiques suggère un niveau de coordination et de transfert de connaissances techniques qui n'existait pas dans l'Europe médiévale. À moins que cela n'existe réellement, à moins qu'on nous ait enseigné une version incomplète de l'histoire. Mais je ne voulais pas y aller. J'ai résisté pendant des mois, mais les preuves me poussaient sans cesse vers une explication que je ne pouvais ignorer. Et si ces ponts n'avaient pas été construits par les civilisations auxquelles on les attribue? Et s'il s'agissait d'infrastructures héritées d'une civilisation plus ancienne, plus vaste, que nous avons choisi d'oublier? L'hypothèse de la Tartarie suggère précisément cela. Une civilisation étendue, technologiquement avancée, couvrant une grande partie de l'Europe et de l'Asie, ayant existé avant la période historique qui nous a été enseignée. Pas nécessairement un empire unifié, mais un réseau interconnecté de villes et d'infrastructures partageant des principes architecturaux, des connaissances en ingénierie et des techniques de construction communs. Puis, vers le milieu du XIXe siècle, cette civilisation s'est effondrée, a été démantelée ou a été délibérément effacée des archives historiques. L'infrastructure, trop massive pour être détruite, trop utile pour être abandonnée, a vu disparaître systématiquement de la documentation toute la connaissance de sa construction. Comment, pourquoi et qui l'avait bâtie? Il ne nous reste que des ponts incohérents, des ponts enfouis sous les sédiments, des ponts qui ne mènent nulle part, des ponts surdimensionnés, alignés sur les étoiles, témoignant d'une précision d'ingénierie impossible et des explications officielles qui ne résistent pas à l'examen. Je ne prétends pas savoir ce qu'était la Tartarie, ni comprendre toute l'étendue de ce qui a été perdu. Mais je dis que les ponts racontent une histoire différente de celle qu'on nous a enseignée. Ils témoignent d'une coordination, d'une ingénierie de pointe, d'une capacité technologique qui a existé puis disparu. Le fait que ces ponts soient enfouis se rattache à ce que les chercheurs appellent la théorie des coulées de boue. En Europe et en Asie, on constate que les villes se sont construites progressivement sur des vestiges plus anciens, non pas sur des siècles, mais sur des décennies. Des bâtiments du milieu du XIXe siècle
présentent des rez-de-chaussée devenus sous-sol. Des rues sont surélevées de 3 ou 4 mètres par rapport à leur fondation d'origine. Des quartiers entiers sont enfouis et recouverts de nouvelles constructions. L'explication officielle est celle d'un développement urbain graduel, de nouvelles constructions sur d'anciennes, un processus historique classique. Mais les ponts compliquent ce récit car on ne peut pas les reconstruire facilement. On ne peut pas surélever un pont progressivement, ni ajouter petit à petit des couches à une arche en pierre. Soit le pont existe à une certaine hauteur, soit il n'existe pas. Pourtant, on trouve des ponts dont le niveau de la rue d'origine se situe désormais à 10 mètres sous terre. On trouve des accès à des ponts enfouis, ce qui nécessite la construction de nouveaux accès à des altitudes plus élevées. On trouve des quartiers riverains entiers présentant des changements de niveau soudains et spectaculaires. Quel événement, ou quelle série d'événements, pourrait ensevelir des infrastructures à une telle échelle? Ni une lente accumulation de sédiments, ni un développement urbain progressif, mais une catastrophe, un événement qui aurait déposé des mètres de matériaux sur de vastes étendues en un laps de temps relativement court. Après cette catastrophe, les survivants ont reconstruit sur les ruines, rehaussé les rues au nouveau niveau du sol, réaménagé les parties supérieures des ponts et adapté le paysage à un environnement radicalement transformé. Mais ils ne possédaient ni les connaissances ni les compétences nécessaires pour construire de nouvelles infrastructures d'une sophistication équivalente. Ils ont hérité d'un monde et ont tenté de le comprendre. Ce qui me dérange le plus, ce ne sont pas les anomalies elles-mêmes, mais le manque de curiosité à leur égard. Promenez-vous dans Prague et observez le pont Charles à moitié enfoui sous terre. Personne ne se demande pourquoi. Visitez le pont des Chênes à Budapest, observez son alignement astronomique et aucune plaque historique ne l'explique. Examinez le pont Neuf à Paris, remarquez sa largeur démesurée, ses fondations enfouies, la précision de son ingénierie, et les guides touristiques récitent les mêmes faits appris, par cœur, sans aborder les questions fondamentales, comment, qui, pourquoi? Ce silence suggère un choix délibéré, pas nécessairement une conspiration, mais plutôt une forme d'inertie intellectuelle. On nous a imposé un récit. Les ingénieurs du Moyen-Âge étaient étonnamment compétents. Le progrès graduel a mené à la modernité. Tout paraît logique tant qu'on n'y regarde pas de trop près. Et nous l'avons accepté car le remettre en question nous confronte à des situations inconfortables. Cela nous amène à reconnaître que nous ne comprenons pas notre propre passé, que les structures que nous empruntons quotidiennement sont peut-être l'héritage d'un passé oublié, que l'histoire du progrès technologique est peut-être plus complexe, plus cyclique, plus sujette aux pertes que nous ne voulons l'admettre. J'ai poursuivi mes recherches, j'ai continué à répertorier, et des schémas se sont dégagés les uns après les autres. Des ponts construits durant les mêmes décennies dans différents pays présentent des caractéristiques architecturales identiques, non pas simplement similaires, mais identiques. Même proportion d'arches, même technique de taille de pierre, même spécification dimensionnelle, comme s'ils avaient tous été construits par une seule et même organisation, selon les mêmes normes et le même manuel technique. Or, officiellement, ces pays étaient des royaumes distincts, souvent en guerre, sans véritables échanges technologiques. Pourtant, ces ponts suggèrent le contraire. Ils témoignent d'une coordination des ressources, des connaissances et de la main-d'œuvre à l'échelle continentale. J'ai également constaté un autre changement brutal dans la construction des ponts entre 1850 et 1870 environ. Avant cette date, les ponts témoignent d'une maçonnerie sophistiquée, d'alignements précis et de fondations massives. Après cette date, ils deviennent plus simples, plus utilitaires et d'une conception plus résolument moderne. C'est comme si le savoir-faire nécessaire à la construction selon l'ancien style ou la capacité organisationnelle de le mettre en œuvre avait soudainement disparu. Le milieu du XIXe siècle, la même période où tant de photographies du Vieux Monde montrent des villes en ruine, la même période où ont débuté d'immenses projets de reconstruction urbaine à travers l'Europe, la même période où les récits historiques sur la réalisation médiévale ont commencé à apparaître dans les manuels scolaires. Coïncidence ? Ou le moment où nous avons cessé d'hériter et commencé à reconstruire? Je ne vais pas vous dire quoi croire, je ne prétends pas détenir de réponse définitive, mais je vous invite à observer. Observez les ponts de votre ville, remarquez leurs fondations, leur largeur, leur alignement. Demandez-vous pourquoi ils sont enterrés. Demandez-vous pourquoi ces constructions paraissent démesurées.
Demandez-vous où sont les archives de leur construction, comment les ingénieurs médiévaux ont pu atteindre une telle précision, pourquoi cette technologie apparaît puis disparaît, et demandez-vous pourquoi nous avons cessé de nous poser ces questions, car c'est peut-être le véritable mystère, non pas l'existence de la Tartarie, ni la cause du déluge de boue, ni l'identité des bâtisseurs des ponts, mais la raison pour laquelle nous avons accepté un récit historique qui nous oblige à ignorer les preuves matérielles qui se trouvent juste sous nos yeux. Ces ponts sont toujours là. Ils n'ont pas disparu. Ils attendent que nous les voyions enfin correctement, que nous reconnaissions leur véritable nature, et non ce qu'on nous a toujours dit. Ils attendent que nous posions les questions difficiles sur l'héritage, sur les savoirs perdus, sur les civilisations qui ont pu naître et disparaître en dehors des périodes que nous avons apprises par cœur. Les ponts sont toujours là. Les ponts se souviennent, et ils nous disent quelque chose que nous avons oublié de savoir entendre. Il est peut-être temps de commencer à écouter.